Les Serbes de Bosnie ont, semble-t-il, lancé l'assaut contre Srebrenica, faisant fi de toutes les menaces internationales. À 13h, Alain Juppé a demandé l'organisation du blocus total de la Serbie, qui, a-t-il dit, se moque de la communauté internationale. Dans ce journal, la réaction de l'un des responsables de l'organisation Médecins du Monde, qui dénonce la lâcheté et l'impuissance des diplomates et des gouvernements. À Los Angeles, verdict partagé dans l'affaire Rodney King, 2 des 4 policiers mis en cause reconnus coupables d'atteinte aux droits civiques. Sa présence est tout à fait exceptionnelle à la télévision. Nathalie Sarraute sera notre invitée en fin de journal. 2 de ses pièces ont été reprises pour l'inauguration de la nouvelle salle de la Comédie Française. Madame, Monsieur, bonsoir. Selon les observateurs de l'ONU sur place, l'assaut contre Srebrenica a été lancé en début d'après-midi. Une bonne partie de cette ville est, semble-t-il, sous le feu de l'artillerie serbe et il y aurait de nombreuses victimes civiles. Cet assaut des Serbes contre cette enclave musulmane de Bosnie provoque bien sûr de vives réactions internationales. Nous y reviendrons dans un instant. Tout de suite, pour mieux comprendre les enjeux stratégiques mais aussi psychologiques, le commentaire de Dominique Derda. Dans l'histoire sanglante de la guerre en Bosnie, ce 17 avril 1993 restera sans doute comme la date d'un tragique constat d'échec et d'impuissance. Le monde a baissé les bras devant l'arrogance meurtrière des Serbes. Ce convoi de blindés canadiens devait entrer dans Srebrenica, déclaré zone protégée sous la surveillance des Nations Unies. Il a suffi d'un seul barrage serbe pour arrêter les 150 Canadiens. Ils ont fait demi-tour. Le mandat de l'ONU ne prévoit toujours pas que ces casques bleus puissent forcer le passage. Alors à quoi cela sert-il de prendre des résolutions si l'on est incapable de les mettre en application? Srebrenica, zone que l'on espérait protéger, est ce soir sur le point de tomber. D'après les radios amateurs, on s'y battrait déjà au corps à corps. La ville et ses environs sont pilonnés depuis le début de l'après-midi par l'artillerie serbe. Les rues seraient jonchées de morts et de blessés. Les combats sont si violents qu'un autre convoi venu de Belgrade, celui-ci, a lui aussi fait demi-tour. Chargés de vivres et de médicaments, les 9 camions du HCR sont d'abord bloqués pendant des heures par les Serbes, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'ils tentent de s'aventurer vers Srebrenica. Ils repartiront sans avoir pu secourir ou évacuer quiconque. À Sarajevo, les généraux de l'ONU ont tenté toute la journée de concilier les positions serbes et bosniaques. En vain. Le général Mladic, chef militaire des Serbes de Bosnie, déclarait avec un beau cynisme cet après-midi « Nous espérons trouver une solution pratique ». La solution est toute trouvée, puisque l'Occident a révélé de façon aussi spectaculaire son impuissance à mettre un terme au massacre. Mladic n'avait plus qu'à ordonner l'assaut final, il ne s'en est pas privé. Ce jeune garçon, atrocement blessé, a en fait beaucoup de chance, même s'il a perdu la vue à jamais. Évacué à Tuzla il y a quelques jours, il vivra. Alors qu'à Srebrenica, d'autres enfants, d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres vieillards, en cet instant précis, se terrent dans les caves, sous les bombes. Ils n'espèrent plus aucune aide, plus aucun secours. Il est trop tard. Srebrenica, leur avait-on dit, serait une zone protégée. Ils ne l'ont sans doute pas cru. Ils avaient raison. Je vous le disais, ce nouveau coup de force des Serbes de Bosnie a provoqué de violentes réactions dans la plupart des capitales, à commencer par Paris. Le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, invité de notre journal de 13h, a demandé officiellement que l'ONU organise au plus vite le blocus total de la Serbie, qui, a-t-il dit, se moque de la communauté internationale. Cela dit, je le dis avec la plus grande fermeté aujourd'hui, ça suffit maintenant. Il faut vraiment que la pression sur les Serbes soit accrue. Je vous ai parlé de la nécessité absolue d'obtenir le vote au Conseil de sécurité, quelles que soient les réticences des uns et des autres, et des Russes en particulier. Mais je pense qu'il faut aussi, et je vais prendre les initiatives en ce sens, que les 12 de la communauté se rapprochent les uns des autres pour voir comment, ensemble, à 12, nous pouvons, le cas échéant, aller plus loin dans l'isolement économique, mais aussi dans l'isolement politique et diplomatique de la Serbie. Surprise et colère également du côté de Moscou. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a déclaré qu'il avait reçu l'assurance de la part des Serbes, pas plus tard que la semaine dernière à Belgrade, qu'il n'avait pas l'intention de mener l'assaut contre Srebrenica. Ce responsable russe a également affirmé que son pays approuverait le renforcement des sanctions contre les Serbes à l'ONU si Srebrenica tombait. De son côté, le président américain Bill Clinton n'exclut aucune option militaire américaine en Bosnie, à l'exception, a-t-il dit, d'une intervention terrestre. L'un des médiateurs de l'ONU, le Britannique Lord Owen, a évoqué la possibilité de bombardement de certaines voies de communication pour interdire l'approvisionnement des combattants serbes de Bosnie. À Londres pour France 2, Christian Marimono.
Lady Thatcher avait donné le ton cette semaine. Avec force, elle a déclaré avoir honte de l'Europe qui a laissé des personnes innocentes se faire massacrer. Ce peuple a droit à l'autodéfense face à un agresseur dictateur déterminé qui fait ce qu'il veut. L'émissaire de la Communauté européenne pour la paix a fait une proposition. Cela peut signifier par exemple des attaques aériennes sur les ponts, les routes de Bosnie-Herzégovine, car elles sont utilisées pour le transport d'essence, de gasoil et de munitions, dont dépend l'avenir de la guerre pour les Serbes. Douglas Hurd, le chef de la diplomatie britannique, s'est déclaré favorable à l'initiative française. Aujourd'hui, après un entretien téléphonique avec le président François Mitterrand, John Major veut un renforcement du blocus de la Serbie. La presse populaire souhaite une intervention militaire en Serbie, tout comme 61% des Britanniques qui ont été sondés. On note que la diplomatie britannique fait preuve de plus de fermeté aujourd'hui en raison du coup de colère de Lady Thatcher, mais aussi en raison de l'initiative française appelant à une convocation d'urgence du Conseil de sécurité. Invité de notre journal, Pierre Pradier, directeur général de Médecins du Monde, d'une organisation qui a publié ce matin un communiqué où il est dit notamment depuis plusieurs mois, États, gouvernements et organisations internationales ont conjugué leur lâcheté, leur impuissance et leur veulerie sur tous les modes. Docteur, ce soir, est-ce que vous êtes plus en colère qu'écœuré? Si un sentiment qui devait dominer, c'est la honte. Véritablement, je pense que j'ai honte d'appartenir à cette communauté. Le fait est que depuis des mois et des mois, des hommes, des femmes sont systématiquement massacrés, sont violés, sont blessés, et les institutions internationales, les États, les gouvernements n'ont pas, on n'en est pas à la distribution des prix, ni à celle des mauvais points, il n'y a pas de morale dans cette affaire, simplement il se fait qu'ils ont été incapables, ils semblent demeurer encore incapables, et manifestement, des organisations comme Médecins du Monde, comme Pharmaciens sans frontières avec lesquelles on travaille au quotidien, vont rester là-bas. Oui, bien sûr qu'on va continuer à amener des médicaments et des haricots, hein, mais manifestement, c'est pas cela qu'attendent les Bosniaques, c'est pas cela qu'attendent les gens qui y habitent. On a vu ces images. Les enfants qu'on a vus là tout à l'heure, l'enfant qu'on a vu là tout à l'heure, c'est au 5e jour après sa blessure qu'il est arrivé. Or, les équipes sont présentes, elles sont les médecins, chirurgiens, anesthésistes, infirmières de soins, infirmières de bloc opératoire, sont l'arme au pied devant cette ville. Et l'accès aux blessés leur est interdit, c'est complètement criminel. Et là, devant ce crime, je pense qu'en effet, peut-être il y aura là maintenant un sursaut, un déclic, mais en tout cas, voilà, des mois que cela dure à Sarajevo et ailleurs. Et c'est vrai que là-dessus, nous ne pouvons plus accepter cela. Vous savez, c'est un peu le chagrin et la pitié. Est-ce que vous avez rapidement des précisions sur ce qui se passe sur place? Nous avons nous-mêmes beaucoup de mal à en avoir. Alors, pour ce qui est de l'intérieur de la ville de Srebrenica, nous sommes en difficulté. Mais la situation dont on ne parle pas beaucoup en ce moment est en train de se détériorer encore par le fait qu'à l'intérieur même de la Bosnie, sentant que les Bosniaques ont le ventre mou, enfin je ne sais pas ce qui se passe, mais toujours est-il que les Croates eux-mêmes sont en train de relancer une série de combats contre la communauté bosniaque musulmane. Et nos équipes qui sont sur place se trouvent actuellement tronçonnées en 3 tronçons qui ne peuvent pas arriver à se rejoindre les uns les autres. Toujours est-il qu'on attend 500 blessés à Tuzla, tout est prêt pour les recevoir, mais c'est à l'évidence dans cette ville, auprès des blessés qu'il faut être. On a vu ce qui a l'année des possibilités d'intervention, même lorsqu'on arrive avec des blindés. Merci beaucoup pour votre témoignage. À Los Angeles, après 7 jours de délibération, le jury a finalement rendu un verdict partagé dans l'affaire Rodney King. Sur les 4 policiers poursuivis, 2 ont été relaxés et les 2 autres ont été reconnus coupables d'atteinte aux droits civiques. Remis en liberté sous caution, ils ne connaîtront leur sort précis que le 4 août. Pour parer à toute éventualité, la police de Los Angeles avait été mise en état d'alerte. Reportage de notre envoyé spécial, Bruno Albin. Ce matin, tout juste 1 heure après l'annonce du verdict dans les rues de South Central, une association de quartier. Ils s'étaient préparés au pire. L'an dernier, après l'acquittement des policiers lors du premier procès, c'est d'ici que les émeutes étaient parties. Aujourd'hui, c'est une explosion de satisfaction mesurée. C'est un pas dans la bonne direction. Mais 2 policiers sur 4 ont été acquittés, cela jette une ombre sur leur satisfaction. Vous appelez ça de la justice? 2 condamnés, c'est de la justice à 50%. Mais en majorité, tous les habitants de Los Angeles retrouvent une sorte de calme. Pendant les 6 semaines du procès et les 6 jours de délibération du jury, ils ont vécu une attente tendue, inquiète.
La menace d'une répétition des désordres planait en ville. Les policiers ne peuvent plus se cacher derrière leur insigne, abuser des gens. Espérons que ce message ira plus loin que Los Angeles, dans toute l'Amérique. Toute la police de Los Angeles a été mobilisée depuis hier soir pour patrouiller la ville, mais pas d'appel d'urgence pour les policiers ce matin. J'attendais un verdict qui ressemble à celui qui a été rendu ce matin. Vous n'avez pas été surpris? Non, pas surpris. Coupable, le sergent Stacy Kuhn, qui n'a pas su retenir ses hommes, et l'agent Lawrence Powell, le plus violent des policiers pendant la bastonnade. Acquitté, l'officier de police stagiaire Timothy Wind et son collègue Ted Brisegno. De cet endroit, l'an dernier, on pouvait compter des dizaines et des dizaines d'incendies à travers Los Angeles. Il est un peu plus de 11 heures et la ville est toujours calme. C'est le 4 août prochain que le juge prononcera les sentences pour les 2 policiers jugés coupables. Ils sont passibles de peines de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans et d'une amende de 1 250 000 francs. En Afrique du Sud, dans la banlieue de Johannesburg, 2 manifestants noirs ont été tués par un blanc qui a été arrêté ensuite. Avant ces coups de feu mortels, un face-à-face très tendu avait opposé environ 2000 manifestants noirs à 200 militants d'un mouvement néo-nazi armés et en uniforme, un mouvement dont l'assassin présumé de Chris Hani est membre. Au total, 26 personnes ont été tuées dans des incidents liés à l'assassinat il y a maintenant une semaine de ce dirigeant de l'ANC. L'ANC qui organisait aujourd'hui 2 manifestations monstres de protestation à Pretoria et Johannesburg. Reportage de nos envoyés spéciaux Françoise Joly, Christian Houtin. Voilà peut-être ce que Johannesburg pouvait redouter le plus aujourd'hui. Que ces hommes, calfeutrés à l'intérieur de ces magasins pour les protéger, tirent sur la foule en cas de débordement ou de pillage. Mais l'ANC avait décidé que tout se passerait dans le calme. Son service d'ordre ne ménagera pas ses efforts. Mais pour le plus grand nombre, près de 30 000 personnes, l'important était de dénoncer l'assassinat de Chris Hani. Avec des chants, des affiches, des banderoles, mais parfois aussi des haches ou des saguets. C'est en dansant, en marchant, en défilant que nous libérerons notre pays. Nous le ferons dans la discipline. Nous voulons montrer au monde entier que nous ne sommes pas des sauvages. Que les sauvages, ce sont les assassins de Chris Hani. Cette démonstration de force de l'ANC s'arrêtera devant le quartier général de la police sans incident. Le président turc Turgut Özal est mort aujourd'hui à 66 ans des suites d'une défaillance cardiaque. Le président turc venait d'achever une tournée dans 5 républiques d'Asie centrale et du Caucase, notamment en Azerbaïdjan. L'occasion pour lui d'adresser un nouvel avertissement à l'Arménie tout en prêchant une relative modération à une opinion publique chauffée à blanc. La politique française samedi studieux pour le patron provisoire du PS, Michel Rocard, qui a rencontré aujourd'hui les premiers secrétaires fédéraux du Parti socialiste réunis à Paris. Réaction lapidaire de Michel Rocard: je suis plus optimiste en sortant de cette réunion que je ne l'étais en entrant. Roland Sicard. Bien. Salut à tous. Michel Rocard n'arrivait plus à s'en aller. Merci. Il faut dire que des journées comme ça, il aimerait qu'elles ne finissent pas. Après le western d'il y a 15 jours, cette fois, les couteaux avaient été rangés. Le premier à le dire, c'était d'ailleurs Rocard lui-même. Rocard, soulagé. Voilà, merci à vous tous. On a bien travaillé, mais c'est une belle journée. Une belle journée. Ça vous a surpris? Vous attendiez à plus de difficultés? Oui. Plus de difficultés parce que Rocard n'espérait pas que 84 fédérations socialistes feraient le déplacement. Bien sûr, 2 des plus importantes, le Pas-de-Calais et les Bouches-du-Rhône, fabusiennes, n'étaient pas là. Mais les amis de Pierre Mauroy, pourtant jugés hostiles à la nouvelle direction, étaient au rendez-vous et ils avaient l'air plutôt optimistes. Les gens parlent au nom des fédérations et pas au nom de courants, donc c'est beaucoup plus constructif que ne le sont d'autres réunions du comité directeur, par exemple, du Parti socialiste. Cela dit, beaucoup va maintenant dépendre de l'attitude des amis de Laurent Fabiussière. L'ancien premier secrétaire semblait prêt à faire des concessions. Il se disait disposé à participer aux fameux États généraux, mais à plusieurs conditions. La première d'entre elles, que seuls les militants socialistes participent aux décisions, alors que l'actuelle direction voudrait aussi associer les simples sympathisants. Dans un mouvement où les courants passent leur temps à se compter, la question est loin d'être anecdotique. Elle sera au centre du comité directeur de samedi prochain, un comité directeur que les observateurs annoncent d'ores et déjà des plus musclés.
Si l'on en croit le baromètre mensuel IFOP JDD, la cote de popularité de François Mitterrand est en hausse de 10 points, avec 34% de satisfaits. Édouard Balladur, qui figure pour la première fois dans ce baromètre, obtient 56% de personnes très ou plutôt satisfaites, contre 12% très ou plutôt mécontentes. Un résultat qui place Édouard Balladur en tête des premiers ministres de la Ve République, juste après leur arrivée à Matignon. Invité demain de l'heure de vérité, Jean-François Degnaud, académicien, homme d'action et surtout de conviction. Bref, demain midi sur France 2, politique va rimer avec atypique. Portrait signé Jean-Baptiste Prédali. Juillet 92, premier passager du premier avion civil à se poser dans Sarajevo, ravitaillé par pont aérien, Jean-François Degnaud. Il est avec une équipe de médecins du monde. Il vient d'être élu à l'Académie française, mais il reste homme de terrain et surtout des terrains minés. L'Afghanistan, le Liban, comme avant l'Érythrée, aujourd'hui l'ex-Yougoslavie. Une certaine idée de l'ingérence et un style cultivé à 65 ans, l'homme politique aventurier. En politique, justement, l'ancien ministre de Valéry Giscard d'Estaing, réélu député du Cher, s'est fait électron libre avec le temps. À l'Assemblée nationale, avant mars dernier, il a dénoncé l'immobilisme de l'Europe, la prudence de la France dans la crise yougoslave et face à la Serbie. En treillis, en habit vert ou en costume d'homme politique, Jean-François Degnaud conserve une règle, le franc-parler, même avec ses amis politiques revenus aux affaires. L'UNAPI se rappelle au bon souvenir du nouveau gouvernement et demande au pouvoir public de prendre très rapidement les mesures qui garantiront la dignité de toutes les personnes handicapées mentales. L'UNAPI demande entre autres la création de 20 000 nouvelles places dans des centres d'aide par le travail, des maisons d'accueil spécialisées ou encore des foyers d'hébergement. La place des handicapés dans notre société, ce n'est pas seulement une question de crédit, mais d'ouverture aux autres et d'acceptation de la différence. Exemple avec ce reportage de Pascal Toussébon et Éric Mangani sur une expérience d'insertion pédagogique. Parce que cet inconnu fixait un objet, la ligne de... Au programme, 20 000 lieux sous les mers. Parmi les élèves de la 6e C, il en est un qui ne perd pas une miette de la prose de Jules Verne. François est trisomique. Sa présence à ce cours est une véritable claque à ceux qui pensent encore que le handicap ne peut sortir de l'enseignement protégé. Est-ce que tu te sens, toi, différent des gens de la 6e C? Non. Ça, t'en es sûr, hein? François appartient à la 4e S, une classe de 9 trisomiques et handicapés mentaux intégrés au collège de Martonne, à Laval. Il est plutôt bon en français, alors son professeur l'a invité à suivre un cours traditionnel, une fois par semaine. Les profs de la 4e S ne sont pas spécialement formés pour des handicapés, ils sont simplement très motivés. Je sais que je peux les rendre heureux dans une institution qui n'est pas forcément prévue pour eux. Des dispositifs comme celui de Laval, il y en a une vingtaine en France aujourd'hui. C'est partout le même principe, un service de soins joue la carte de l'intégration en partenariat avec une école ou un collège. Les élèves suivent des cours au sein de l'établissement sans pour autant arrêter leur programme spécifique. Il s'agit en somme d'insertion pragmatique, sans dogme ni utopie. Il ne faut pas se leurrer, ils ne vont peut-être pas tous trouver une possibilité de s'intégrer dans un milieu vraiment ordinaire. En tout cas, pour certains, on peut envisager quand même une vie en entreprise avec une semi-autonomie. Un réalisme qui n'exclut pas les résultats. 2 anciens élèves de la 4e S suivent désormais des stages à part entière dans des entreprises lavalloises. Il y a encore 15 ans, personne n'aurait cru cela possible. Au 24 heures du Mans, motocycliste, nouveau duel entre les 2 écuries d'usine, Kawasaki et Suzuki. Cette épreuve, 16e du nom, est l'occasion d'un grand rassemblement de motards, environ 50 000. Cette année, les motards seront au régime sec pour éviter de revoir les rodéos meurtriers de l'an dernier, qui avaient fait, je vous le rappelle, 9 morts et plus de 50 blessés. Reportage Claude Sampère, Patrick Ponce. On appelle ça le burn-out. Roue avant bloquée, le motard laisse patiner la roue arrière quasiment jusqu'à l'éclatement du pneu. Petite démonstration professionnelle avant le départ des 24 heures moto. Une démonstration que les officiels préfèrent voir sur le circuit plutôt que dans les rues de la ville. Cette année, les autorités ont mis en place un dispositif sécurité très important. Une fouille stricte à l'entrée. L'alcool est formellement interdite dans l'enceinte du circuit. Le butin de la fouille est maigre et à l'intérieur, certains sont déjà passablement éméchés. C'est pas la bière qu'il faut interdire, c'est éviter aux mecs de rouler bourré. Voilà. C'est ça, il faut être logique. Mais ce soir, vous allez rouler ou pas? Non. Ah non.
Nous, la Bretagne, nous, la Bretagne, nous, on a les vaches, la Bretagne, on boit du lait. Du vrai lait, du pur et du dur, hein. Du lait pour les Bretons, peut-être, pas sûr, mais ce n'est pas le choix de tout le monde. Ça, je l'ai amené de l'Aveyron. Ça fait 550 personne ne m'empêchera de venir avec de la bière si j'ai envie. Et vous allez rouler ce soir? Non! Pourquoi j'irai rouler alors que je suis en état d'ébriété? Ça, c'est à chacun de l'envisager. C'est tout. Certains ont déjà choisi. Seul problème, comment contrôler ce soir la minorité de têtes brûlées qui préférera le tour en ville plutôt que la sieste? C'est une bonne question. Au tournoi de tennis de Nice, la finale opposera demain l'Allemand Marc Goenler, 95e à l'ATP, vainqueur surprise du Sud-Weidberg à Ivan Lendl, vous le voyez sur votre écran, qui a éliminé cet après-midi Fabrice Santoro en 2-7, 6-2, 6-3. Grâce à la puissance de son coup droit, Lendl a dominé le Français sans jamais être véritablement inquiété. Elle a 16 ans, elle mesure 1m42 et pèse 34 kg. Elle s'appelle Shannon Miller, elle est américaine et elle est depuis hier soir championne du monde de gymnastique. Je vous laisse l'admirer dans ses œuvres et plus précisément dans les épreuves au sol. Apparemment pour elle, ce n'est pas une épreuve. Bravo, championne du monde de gymnastique. Question. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Réponse oui, et même de grandes jambes en ce qui concerne le catamaran de Bruno Perron qui file bon vent en ayant même fait une pointe à 32 nœuds. Commentaire enthousiaste, Christophe Duchiron. Au fil de l'eau, Bruno Perron et ses fidèles sont des gens pressés. Pressés d'en finir bien sûr, et vu l'allure du bateau ces derniers temps, ils ont gagné le droit d'être optimistes. Jamais Commodore n'a été aussi vite. 500 000 en 24 heures avec une pointe à 32 nœuds, pas loin de 60 km/h. Route directe vers la ligne d'arrivée et moins de 1200 000 à parcourir. Si on va trop à droite, il n'y a pas de vent, il y a anticyclone. Si on va trop à gauche, il y a trop de vent et ça devient dangereux. Et on essaie de rester entre les deux pour trouver un vent moyen qui permette au bateau d'aller vite sans prendre de risques. Enfin, vous voyez dans quel petit débat tactique nous nous sommes fourrés. À bord, la prudence est de rigueur. Perron et les siens attendent demain soir avec impatience. Ils auront à leur disposition des prévisions météo à 72 heures. Et Bruno affirme, même si on ne veut pas le croire, que c'est à ce moment-là seulement qu'ils penseront sérieusement au record. Ce record de l'impossible qui nous passionne, nous, depuis maintenant plus de 70 jours. Les rapports du tiercé, rapidement, combinaison gagnante le 6, le 8 et le 17 rapportent dans l'ordre un peu plus de 7 000 francs. Pour le Quartet Plus et le Quintet Plus, vous ajoutez le 2 et le 19. Chronique d'une mort annoncée, les fabricants des 45 tours en vinyle, la fabrication de ces 45 tours en vinyle sera définitivement arrêtée le 3 mai. À 42 ans, le 45 tours, victime de la concurrence des cassettes et des CD, est décédé. Elle est bonne, mais il faut suivre. C'est un peu de notre mémoire qui s'en va, associé au fameux tourne-disque Tépaz, des booms enfiévrés de nos jeunesses, de l'époque yéyé, que n'ont pas connu Renaud Fessaguet et Céline Remlinger. Un 45 tours? Pas la peine de chercher dans les grandes surfaces ou les magasins du type Fnac ou Virgin. Il n'y en a plus, et depuis longtemps. Il y a à peu près une dizaine de mois qu'on a commencé à arrêter de vendre du 45 tours. Parce qu'on n'avait pas trop de demandes. C'est peu de dire que la demande est faible. L'an dernier, 5 millions de 45 tours vendus contre 75 millions de compacts, malgré un prix toujours supérieur. Une goutte de vinyle dans un océan de CD. Et comme l'industrie du disque ne fait pas dans la philanthropie, elle décide d'arrêter purement et simplement le 45 tours. Les inconditionnels, eux, n'ont plus qu'à aller se consoler chez les disquaires spécialisés. L'objet par lui-même est beau, comparé au compact disque actuel que je trouve un peu froid. Du point de vue objet, c'est un peu métallique, un peu... c'est froid, ça n'a pas d'âme. Vous n'aurez jamais de CD? Ah non, jamais. Ah non, jamais. Avec le 45 tours, c'est tout un passé qui s'évanouit. Mais pour beaucoup, pas de nostalgie. La mort du petit cercle de vinyle, c'est tout simplement la rançon de la modernité. Il y a longtemps qu'il a disparu le 45 tours, non? C'est la technique qui évolue, hein. C'est comme ça depuis le début des temps et ça continuera sans doute. 45 tours, ou 10 cassettes, ou CD, c'est pareil, toujours de la musique.
Le 45 tours a perdu sa guerre contre le laser et ce n'est pas fini. Le prochain sur la liste pourrait bien être son grand frère, le 33 tours. Dans un tout autre genre, saluons le 4e prix Goncourt du premier roman décerné aujourd'hui à Blois à Bernard Chambaz pour son livre L'Arbre de vie aux éditions François Bourin. Reportage Chantal Kimerlin et Hervé Pozzo. L'ancien et le jeune se sont rencontrés aujourd'hui au château de Blois. L'ancien, c'est la première bibliothèque royale de François Ier, les enluminures, les répertoires de prières et même cet étonnant premier livre de poche daté 1575. Le jeune, c'est l'actualité du jour, le livre à couronner. La bourse Goncourt du premier roman, décernée en 1993 pour la 4e fois, a été attribuée à Bernard Chambaz pour L'Arbre de vie. Bernard Chambaz, 44 ans, prof d'histoire dans un lycée parisien. Il a commencé à réfléchir à son livre L'Arbre de vie quand il avait 11 ans. Il a mis 4 ans à l'écrire, mais aujourd'hui, il est entré dans la grande famille des écrivains. Qu'est-ce que ça vous fait d'entrer dans le monde littéraire? Je n'ai pas le sentiment véritablement d'entrer dans le monde littéraire. Pourquoi? Parce que le livre existait et il existe toujours. Simplement, il a été couronné par l'Académie Goncourt. Quel avenir souhaitez-vous à ce livre? L'avenir que je lui souhaite, c'est d'être le plus lu possible. Est-ce que vous connaissez Nathalie Sarraute? J'ai lu quelques-uns de ses livres et je sais que certaines de ses pièces sont jouées. Non, ma femme a vu récemment, non pas celle du Vieux Colombier mise en scène par Jacques Lassalle, mais un spectacle à Ivry qui s'appelait, je crois, Pour un oui, pour un non, et qu'elle a beaucoup apprécié. Vous aimez ce qu'elle fait? Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'une carrière comme ça sur tant d'années? C'est merveilleux déjà de pouvoir vivre si longtemps, de pouvoir écrire si longtemps. Dans notre série Le hasard fait parfois bien les choses, Nathalie Sarraute est précisément notre invitée ce soir. Présence extrêmement flatteuse car à 91 ans, on peut dire son âge. Cet écrivain n'a jamais beaucoup encombré la télévision et les journaux télévisés, c'est le moins que l'on puisse dire. La Comédie Française vient d'inaugurer sa nouvelle salle du Vieux Colombier à Paris avec 2 pièces de Nathalie Sarraute, Elle est là et Le silence. Pour résumer très schématiquement, face au silence d'un homme dans un groupe d'amis, les autres personnages, sans nom, vont essayer par la parole de le faire sortir précisément de son silence. Petit extrait. Parlons d'autre chose, voulez-vous? C'était ridicule. Je ne sais pas quel diable m'a poussé. Mais je suis ridicule quand je me laisse emporter par ces élans. Ce lyrisme qui me prend parfois. C'est idiot, c'est enfantin. Je ne sais plus ce que je dis. Au contraire. C'était très émouvant. C'était si... Non. Mais arrêtez, je vous en supplie. Nathalie Sarraute, bonsoir, réellement flatté, content, très heureux de vous accueillir sur les ondes de France 2. Vous-même, est-ce que vous êtes flatté d'être à l'honneur pour la réouverture de cette 2e salle de la Comédie Française? Enfin, flatté n'est pas le mot, mais vraiment ça me touche beaucoup. Et j'ai beaucoup apprécié et aimé autrefois le Vieux Colombier et qu'on inaugure maintenant le Vieux Colombier avec 2 pièces de moi. Ça m'émeut, ça me touche et ça me fait peur en même temps. C'est une sorte de responsabilité. Précisément, vous avez toujours été présente à la lecture de vos pièces. Est-ce que vous avez noté une évolution de la perception de vos textes au fil du temps? C'est un changement, un grand changement. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé les mises en scène. J'aime beaucoup les mises en scène de Jacques Lassalle en général et j'étais très contente de la façon dont il a mis en scène ces 2 pièces. Mais c'est une manifestation de sa personnalité, puisque c'est lui qui fait tout le travail de metteur en scène, comme le faisait Claude Régis, qui manifestait une personnalité différente. C'était un point de vue qui était tout à fait différent, mais qui était aussi une expression de toute la vision du metteur en scène. Je crois que le metteur en scène joue un grand rôle dans les pièces, puisque moi-même je n'imagine jamais comment elles seront mises en scène.
Nathalie Sarraute, sans vous faire rougir, on peut dire que vous avez signé l'une des œuvres les plus importantes de la littérature contemporaine, des pièces de théâtre, on vient d'en parler très rapidement, des essais, mais aussi 10 romans déjà publiés et un 11e est en préparation, c'est cela? Sur quel thème? Oh, ce n'est pas un roman, ce sont des textes brefs, mais qui ne sont pas terminés. Je suis en train de l'écrire, je ne sais pas combien de temps ça va durer, combien de temps je vais encore écrire. Ce sont des textes brefs, un peu comme dans l'usage de la parole, mais centrés autour d'un même thème. Est-ce que vous écrivez toujours dans un café, un bar PMU avec des Libanais ou autres? Est-ce que vous avez toujours besoin de ce contact de la foule pour écrire? J'ai besoin d'abord d'être hors de chez moi, et puis d'avoir un bruit extérieur qui est apaisant, qui est agréable. Et je trouve que c'est un café où on joue au tiercé, et il y a pas mal de Libanais qui parlent arabe, mais même s'ils parlaient français, ça ne me dérangerait pas. Alors qu'ici, à la maison, tout me dérange. On a vu tout à l'heure ce reportage pour le premier Goncourt du roman. Une chose peut-être rassurer les écrivains en herbe. Vous-même, vous avez eu beaucoup de difficultés à vous faire éditer pour certains de vos romans. Par exemple, Tropisme a été refusé pendant plus de 2 ans. C'est ça, c'est finalement très rassurant pour tous ceux qui débutent une carrière littéraire. Oh oui, je crois que c'est difficile d'essuyer plus de refus que moi. D'abord pour Tropisme pendant 2 ans, puis pour Portrait d'un inconnu, déjà préfacé par Sartre. Impossible de trouver un éditeur. Et quand enfin on en a trouvé un, eh bien il a vendu au prix du papier. Dès qu'il a vendu 400 exemplaires, il a vendu le reste au prix du papier. Et ça n'a été réédité que des années après. Vous êtes, vous le dites, vous êtes une droguée de lecture depuis votre plus jeune âge. Alors je voudrais vous poser simplement cette question. Quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes qui, hélas, aux jeunes Français qui, hélas, lisent de moins en moins pour découvrir cet amour des livres? Ça, c'est très difficile à dire, mais pour ce qui est d'écrire, si j'avais un conseil à donner, c'est de n'écouter aucun conseil, de se laisser aller à ce qu'ils ont envie de faire eux-mêmes. Et pour lire, pour découvrir la joie d'ouvrir un livre qui finalement... Ça, c'est une chose très difficile, il me semble, à apprendre à quelqu'un, comme d'apprendre à écouter la musique. On l'aime ou on n'aime pas. Je crois qu'on aime la lecture depuis son plus jeune âge, où on aime écouter de la musique, on aime regarder la peinture. On peut l'éduquer quand on l'a déjà, mais quand on n'a pas ce goût, ça me paraît très difficile à éveiller. Mais enfin, on essaye, puisque Pennac a écrit un livre pour montrer comment il arrive à faire aimer la lecture. Absolument. Merci infiniment, Nathalie Sarraute, d'avoir été notre invitée. Je le répète, votre présence sur les ondes de télévision sont extrêmement rares. Et je rappelle à tous nos téléspectateurs que l'ensemble de votre œuvre sera très très bientôt publié à la Pléiade. Merci encore une fois infiniment. Changement de style tout à l'heure sur France 2 avec Les Seins de Lola, une pièce de Maria Pacôme avec Maria Pacôme. 22h30 Taratata, invité de Nagui ce soir Julien Clerc, vers minuit, le dernier journal en compagnie de Catherine Sellac. Bon anniversaire à Alain Poher et Hervé Bazin. Le dicton du jour, on n'est pas sorti de l'hiver qu'avril n'ait montré son derrière. À ce propos, j'ai un petit mot de Nathalie Riouet. Le soleil revient peu à peu au nord, le ciel sera bien dégagé au sud et encore merci pour le déjeuner. Excellente soirée à toutes et à tous. Rendez-vous demain, 13h. Bonsoir.